Aujourd'hui, je présente mon plaidoyer pour la littératie numérique ou pourquoi vous avez raison de ne pas écouter vos parents quand ils vous disaient que l'ordinateur, c'était juste une mode. C'est un projet personnel d'article que j'ai fait dans le cadre d'un cours d'éthique et mégadonnées qui est actuellement révisé dans la revue Éthique publique. Alors, je diverge un peu du cadre normal de l'Ivalo, dans le sens que moi, je fais beaucoup plus de l'éthique digitale et de l'éthique de l'IA. Donc, je n'ai pas de beau graphique dans ma présentation en tant que telle. Je commence ça maintenant. Premièrement, je vais vous parler un peu du langage que je vais utiliser dans la présentation. Premièrement, je vais faire référence souvent à la vie physique, qui est la vie au sens large, ce qu'on vit et ce qu'on expérimente avec nos sens. Je vais faire référence à la vie connectée, les actions qui prennent place via un appareil connecté. Ça peut être un téléphone, un ordinateur ou un produit des Internet of Things. Les utilisateurs, assez faciles à déterminer, une personne qui opère des actions dans un contexte informatique. Et le citoyen numérique, qui est un peu au cœur de ma présentation, c'est normalement un citoyen, c'est un membre actif d'un État. Et les utilisateurs, on peut les considérer comme une communauté dans l'État de l'Internet. Donc, un individu qui est sur Internet devient un utilisateur. En posant des actions dans un contexte connecté, devient un citoyen numérique. Et l'empreinte numérique, c'est le résultat des actions que le citoyen numérique pose sur Internet. Je vais exagérer un peu pour vous exposer qui est le citoyen numérique. Je vais vous faire une petite mise en situation. Pour beaucoup, par contre, ça se peut que ça ressemble à votre quotidien depuis le confinement. Prenez-le pas personnel, on est beaucoup dans le même bateau. Imagine une personne qui se lève le matin, elle ouvre son ordinateur ou son téléphone, puis juste avec ces deux appareils-là, elle peut passer une journée productive et aussi ludique grâce à Internet. Elle peut faire le tour de l'actualité du jour, payer sa facture d'électricité, répondre par courriel à des clients sur son entreprise ou encore faire ses cours, faire un appel vidéo avec sa famille pour faire du petit rattrapage, catching up, commander un repas avec une application sur l'heure du midi quand on va avoir faim, puis répondre à un message sur un site de rencontre entre deux parties d'un jeu en ligne avec ses amis qui eux-mêmes peuvent être cachés chez eux et avoir vécu le même genre de journée. C'est des amis que peut-être la personne n'aura peut-être jamais rencontrés en dehors de ceux-là. Sans quitter sa maison, l'individu va avoir vécu sa vie citoyenne et professionnelle, sa vie familiale et sociale, il va s'être diverti, il va avoir répondu à des besoins de base, entretenu sa vie personnelle, et tout ça s'est fait presque instantanément. Sa seule nécessité, c'était d'avoir un appareil connecté à Internet. La participation des utilisateurs à une vie connectée qui touche de plus en plus les sphères de la vie physique a créé deux sociétés sympatriques, c'est-à-dire où une émerge distinctement de l'autre en un même endroit. Dans le fond, ça crée une société complémentaire où on peut vivre l'extension de sa propre vie physique ou participer à une vie connectée qui n'a aucun lien avec la vie physique. Exemple, si vous jouez à un jeu de type MMORPG, l'univers existe seulement au travers d'Internet et il n'y a pas possibilité qu'il existe autrement. À cet endroit-là, vous pouvez rencontrer des gens qui peuvent devenir des grands amis avec qui vous partagez des affinités avec la même profondeur relationnelle que vous avez avec vos amis dans la vie physique. Vous ne les avez jamais rencontrés, peut-être que vous les rencontrerez même jamais, et peut-être même qu'ils habitent super loin, ça ne vous empêche pas d'avoir une profondeur relationnelle qui est possible juste avec Internet et les outils qui se donnent. La vie connectée, c'est un phénomène unique qui est propre à la société parallèle qui existe grâce à l'Internet. Participer à ça, c'est rendu inévitable. Il faut exercer notre présence citoyenne en ligne afin de profiter pleinement de ce que la vie peut nous offrir. Dans le fond, il y a des choses que maintenant ils se font sur Internet qui viennent tellement complémenter notre vie physique que ça devient essentiel d'avoir une présence en ligne et d'assurer qu'on est là. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de vous apprendre qu'est-ce que c'est les données massives ou qu'est-ce que le rapport à leur importance, mais je veux mettre l'accent sur le phénomène de la verification, la mise en données. Le statut de citoyen numérique n'est pas défini seulement par les actions qu'un utilisateur peut poser en ligne, et aussi par l'empreinte numérique, comme je parlais tantôt, qui laisse à travers les données émises quand il pose des actions. Donc, les données peuvent être recueillies, entreposées, interprétées, vendues par de nombreuses plateformes qui en font ou prévoient en faire l'usage. C'est ça la mise en données. C'est l'utilisateur qui a un profil personnel basé sur des données. Les systèmes de recommandation les systèmes de recommandation peuvent s'en servir pour faire des annonces targetées, mieux cibler les besoins des utilisateurs qui fréquentent les plateformes. Ça peut donner une expérience positive sur mesure à l'utilisateur, puis l'organisation qui sert de ces données-là va pouvoir mieux cibler sa clientèle. C'est inoffensif et même bénéfique à un certain niveau, mais on peut s'imaginer assez facilement comment ça peut aller dans les scénarios plus troubles.
je vous invite encore à faire un petit exercice de visualisation. On peut imaginer un individu de la communauté LGBTQ qui provient d'un pays où l'orientation sexuelle n'est pas sujette à l'illégalité ou encore même plutôt acceptée. Il y a une opportunité d'emploi dans un pays où l'homosexualité est stigmatisée et même illégale. Fait que ce pays-là peut faire une vérification de son empreinte numérique, ce qui est assez facile à faire. Puis vu que dans son pays, son orientation n'est pas un tabou, que c'est une info trouvable sur les réseaux sociaux, son pays hôte peut l'obtenir, puis il pourrait lui refuser l'accès à cause de son orientation seulement. Alors, à cause de la mise en données d'une information relative à ses vies privées, il a été discriminé pour cause de divergences de valeurs entre son pays d'origine et le pays convoité. Alors, l'utilisation des données rendues disponibles par la mise en données, ça pose des risques auprès du citoyen numérique quant à la protection de sa vie privée, ça compromet sa liberté dans sa vie connectée, mais aussi dans sa vie physique. Dans la vie physique, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour nous protéger des menaces. On peut s'imaginer, par exemple, la police, nos pièces d'identité pour s'identifier quand il y a des transactions ou juste pour montrer qui on est. Ça peut être aussi banal que de l'éclairage public, les lois sur la sécurité routière. Le citoyen peut prendre des précautions supplémentaires, comme mettons, moi je vais poser des serrures dans ma maison ou je vais avoir un système d'alarme. Mais dans la vie connectée, on fait quoi? Là aussi, il y a des dispositifs en place. Il y a des législations sur la protection des données, comme le RGDP qu'on connaît bien, le CCPA en Californie. Il y a des méthodes d'encryption, il y a des outils de courtage de la vie privée, il y a même des changements d'organigrammes au sein des entreprises, les Data Protection Officers. Puis, une grosse partie de la raison d'être des pratiques de mise en données, c'est pour offrir une expérience utilisateur personnalisée. Fait que le fil d'actualité d'un réseau social ou les recommandations Netflix peuvent être ennuyeuses quand on est en mode privé, vous aurez remarqué. C'est pas ça le problème. Le pouvoir, en fait, c'est le pouvoir d'invasion de la vie privée qui force les organisations à freiner ça avec des cadres législatifs. Et l'autre problème que la rigidité autour de la collecte de données peut amener, c'est que ça prive les secteurs académiques et de la recherche de beaucoup d'informations. La recherche en santé, par exemple, profiterait beaucoup d'un accès moins restreint aux données. Comme je pense au domaine de la médecine spécialisée, qui dépend vraiment, vraiment beaucoup de l'apport de données massives sur le plus d'individus possible pour pouvoir offrir des traitements le plus spécialisés sur mesure aux patients. Malheureusement, l'agressivité de l'industrie, comme avec les formulaires de consentement indigeste, ça force les gouvernements à légiférer pour contrer les abus de l'utilisation de ces données. Il y a aussi le domaine de l'intelligence artificielle qui est super impacté par des régulations trop sévères, comme mettons le RGDP a ralenti déjà quand même beaucoup le développement de l'intelligence artificielle en Europe. Vu le besoin d'apport massif en données que le secteur a besoin pour fonctionner, si d'autres pays emboîtent le pas, l'industrie de l'IA en serait une des victimes. Ce serait dommage parce qu'avoir le potentiel d'impact que l'IA a sur le monde et la qualité de vie, ralentir son développement équivaut également à ralentir la société. Quand on parle d'accessibilité des données, c'est difficile de ne pas parler de la vie privée qui est toujours le nerf de la guerre. Il y a toujours deux facettes à ça. De un, on pourrait protéger la vie privée de l'utilisateur face aux abus des organisations mal intentionnées, mais en faisant ça, on le soustrait du bien-être que les avancées technoscientifiques peuvent apporter s'il y a des données plus accessibles. Ou encore, on choisit d'exposer à plus de risques en légiférant moins, mais l'utilisateur va pouvoir jouer d'une société plus scientifiquement et technologiquement avancée parce que ces données vont avoir servi à bon escient, un peu comme une source d'énergie, si on veut. Et si on choisit la dernière option, l'utilisateur doit être capable de se défendre, prendre en main sa propre vie privée. Et si on va dans cette direction-là, où on réglemente moins pour que les données soient accessibles, mais en mettant l'utilisateur un peu plus en péril, qu'est-ce que le citoyen numérique peut faire? Une partie de la réponse, ça se trouve dans l'éducation, ce qu'on appelle l'alphabétisation numérique pour globaliser la littératie numérique. C'est exactement comme un peu l'alphabétisation dans son sens normal où on apprend à lire. L'alphabétisation numérique qui donne la littératie numérique, c'est dans le fond de connaître les outils informatiques et savoir naviguer dans un environnement qui est virtuel. Le but, c'est d'outiller l'utilisateur pour qu'il préserve son autonomie, qu'il soit responsabilisé pour qu'il puisse lui-même se protéger contre la collecte abusive de données. Donc, on développe la littératie numérique avec 3 compétences. La compétence utiliser, comprendre et créer. Au début de l'informatique, être un lettré numérique, c'était seulement la compétence d'utilisation. C'était manipuler clavier, souris, faire du traitement de texte, d'images. Puis l'avancement technologique et l'ajout d'Internet dans les parcs informatiques a rajouté la compétence de compréhension et de création.
Pour la protection des données, c'est la compétence comprendre la plus importante parce qu'elle implique les habiletés d'un utilisateur à contextualiser ses actions en ligne pour prendre des décisions sur ce qu'il fait et ce qu'il rencontre en ligne. Comprendre en littératie numérique, c'est surtout donner la capacité à l'utilisateur de reconnaître l'effet que la technologie peut avoir sur son comportement. Avec une bonne éducation numérique, une bonne littératie numérique développée, l'utilisateur peut prendre le contrôle de son identité. Et s'il comprend son environnement et l'impact de ce qu'il fait, il y a tout ce qu'il faut pour se protéger, en plus des dispositifs déjà en place par les organisations qu'on a parlé tout à l'heure. Développer la littératie numérique, c'est la même chose que savoir poser une serrure et un système d'alarme chez moi. C'est une bonne idée pour me protéger, même si je sais que la police existe. Il y a quand même des mesures que moi, je peux prendre pour me protéger, malgré tous les corps de métier qui peuvent être placés pour m'aider et assurer ma sécurité. De la même façon qu'un bon citoyen va se réformer, s'éduquer pour évoluer dans le monde, un bon citoyen numérique, autonomisé par la littératie numérique, va être en mesure de profiter de sa vie connectée tout en protégeant sa vie privée. Le premier geste d'éducation qu'on devrait faire, c'est marteler et faire comprendre aux utilisateurs le concept de la vie privée et pourquoi elle est importante pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent défendre. La vie privée, c'est pas juste le droit d'être laissé tranquille. C'est comme la définition de base qu'on va donner en éthique. Le principe de la vie privée, c'est the right to be left alone. Donc, c'est aussi contrôler les conditions dans lesquelles on choisit de se dévoiler. Quand on sait qu'on est observé par un tierce parti, ça nuit à notre autodétermination et à notre créativité. On change de comportement quand on se sent observé. Donc, même si on ne considère pas que les actions qu'on pose sont du domaine privé, on devient tout le temps comme un peu mal quand quelqu'un regarde en arrière de notre épaule ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en dedans de nous pour que the right to be left alone soit aussi important que ça. C'est aussi important dans la vie numérique de se sentir en sécurité et d'être capable d'être soi-même. Les utilisateurs sont souvent victimes du paradoxe de la vie privée aussi. Ça veut dire qu'ils sont soucieux de la protéger, mais ils dévoilent et donnent accès à leurs données quand même quand ils sont incités à le faire par une requête. L'opacité des termes et conditions n'aide pas à cette cause-là. Ils doivent apprendre à repérer les techniques de manipulation des agrégateurs de données qui utilisent des principes de gamification, de ludification, pour donner un sentiment de gratification à l'utilisateur. Par exemple, en échange de ma position GPS, par exemple, l'agrégateur va me donner accès à du contenu gratuit ou des rabais sur un achat, puis ça va m'inciter à partager mes données. Puis il y a beaucoup de ces techniques-là qui existent en ligne, puis il incite l'utilisateur à passer un peu au-dessus de son questionnement. Je sais que ma vie privée est importante, mais j'ai vraiment envie d'acheter ce truc-là sur Amazon, fait qu'il va y aller pareil. Fait qu'on ne peut pas parler d'un consentement qui est libre et éclairé dans ce cas-là. C'est quelque chose qui revient souvent aussi en éthique, puis en éthique des données et de l'IA, puis en éthique de santé en général, le consentement libre et éclairé. Est-ce que je donne vraiment un consentement libre et éclairé? Sinon, je me suis fait donner un cadeau en échange de quelque chose qui est quand même assez précieux. L'idée, c'est de vraiment faire comprendre à l'utilisateur que sa vie privée, ses données sont importantes, mais qu'il sache pourquoi et qu'est-ce qu'il protège. Puis, il y a aussi simplement l'incompréhension de l'environnement. Ils ne savent pas comment s'y prendre pour avoir un comportement sécuritaire, simplement parce que l'environnement est mal connu, parce qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas reçu l'éducation, par exemple, pour comprendre qu'est-ce qui est en jeu quand ils sont en ligne. En bref, institutionnaliser la littératie numérique, ce serait faire passer les utilisateurs de technologies de statut de citoyen numérique civil qui revendiquent la protection à des citoyens numériques acteurs proactifs de leur protection. Donc, ça pourrait commencer aussitôt qu'à la petite enfance. Il y a beaucoup d'initiatives pour apprendre aux enfants à coder et comprendre le numérique. Et ça peut se passer aussi en formation continue. Comme on ne finit jamais vraiment d'apprendre une langue, ou même notre propre langue, apprendre à coder, servir et faire parler les entrailles d'un ordinateur, ça pourrait être normalisé au point d'avoir une société qui est presque en parfait contrôle de son identité informatique et numérique. Par l'éducation, on apporterait la compréhension des outils qui servent à optimiser leur vie en ligne sans rien perdre de leur expérience utilisateur qui rend le fait d'être sur Internet et de développer sa vie-là intéressante. Si on décide collectivement de normaliser la collecte de données, ça va être encore plus important. Parce que si c'est accepté que le prix à payer pour vivre dans une société scientifiquement et technologiquement développée, par l'accès aux données plus lousses, si on veut, ça va prendre des citoyens numériques qui sont compétents et outillés. Et l'éducation ne règle jamais tous les problèmes, c'est sûr. C'est tout le temps facile de faire la raccourci, de dire conclure ton article quand ça prend plus d'éducation. Ah oui, vraiment. La culture des programmeurs, des entreprises doit se tourner vers le privacy by design aussi, que ça aussi, ça devienne normalisé. Que ça prenne en charge la protection de leurs utilisateurs. La littératie numérique pour les programmeurs et les concepteurs, ça va être d'utiliser leurs compétences création pour bénéficier à la compétence utilisation.
des citoyens numériques. Et ça conclut pour moi.